Alors aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo sur un génocide. Alors pourquoi j'ai choisi lui spécialement? Tout simplement car il passe son temps à donner des leçons sur Internet, sur ce que tu peux dire ou ne pas dire. Et ce que je voudrais vous prouver aujourd'hui, c'est que derrière ces apparences de bon sens, de méthode scientifique, se cache toujours un idéologue. Alors je sais pas pour vous, mais il y a un discours que j'entends souvent dans les classes dirigeantes, c'est que la société est de plus en plus complexe et qu'on a besoin d'experts pour la gérer. Et ce discours, c'est vraiment le fil conducteur d'un génocide, car pour lui, il faudrait avoir des diplômes pour voter, même pour s'exprimer. Mais d'ailleurs, j'aimerais poser une question. Pourquoi est-ce qu'il faudrait prendre ton avis, et le mien aussi, en considération lors d'élections? Pourquoi? Est-ce que toi, tu as fait un master en économie? Est-ce que tu t'y connais en économie? Personnellement, j'y connais pas grand-chose. Est-ce que tu as un master en géopolitique parce que tu as suivi des vidéos de la dissidence sur YouTube? Est-ce que tu es compétent en sociologie parce que tu as suivi une thèse par correspondance sur les gender studies? Est-ce que tu as un doctorat en médecine parce que tu as lu quelques messages sur Facebook de gens qui disaient que les vaccins, ça donnait, je sais pas quoi, l'autisme? Soyons sérieux. Là, Anna Genocide nous pose la question suivante. Pourquoi tu te penses légitime pour voter, puisque tu n'as pas la connaissance suffisante pour le faire? Il est en fait dans une approche technocratique du politique, où seuls les experts peuvent voter et se présenter. Alors moi, la question que je voudrais lui poser, c'est pourquoi tu penses qu'il faudrait un master en économie pour comprendre le programme de Mélenchon de la France Insoumise? Et je vais dans ta logique, ok. S'il faut un master pour comprendre un programme, alors pourquoi tu proposes à ton public de lire Kant? Ils n'ont pas de diplôme de philosophie pour comprendre. Ça veut dire que pour toi, pour comprendre un programme politique, il faut un diplôme, mais pas pour comprendre critique de la raison pure. Il y a un problème de logique. D'ailleurs, où c'est que t'as vu que les ministres y prenaient leurs décisions eux-mêmes? C'est bien les technocrates qui sont derrière qui écrivent les lois. Et est-ce que ça marche? Absolument pas. Dans ce livre, vous expliquez les coulisses de la loi travail et vous expliquez quelque chose de très étonnant. Apparemment, Myriam El Khomri a découvert la loi qu'elle devait défendre dans la presse. Oui, c'est d'ailleurs, ça pose la question, c'est ce que je dis dans mon livre, ça pose la question de la démocratie, comment fonctionnent nos institutions. Et le témoignage que je raconte dans ce livre, justement, est une ouverture, est une proposition aux Français d'expliquer. Qui a décidé de cette loi, alors ? Cette loi, elle a été d'abord décidée par l'Union européenne et elle a été décidée par le Premier ministre. Myriam El Khomri, quand elle prend ses fonctions, elle a le feu vert du président de la République pour porter une réforme de gauche. Il se trouve que dans le temps où elle mène les concertations avec les partenaires sociaux, une autre loi, une autre histoire est en train de s'écrire à Matignon. Et Matignon, effectivement, très tardivement, il ne faut pas oublier qu'au moment où elle mène les négociations, il y a les régionales. Et donc, on ne peut pas sortir sur l'orientation politique de ce texte. Et donc, Myriam El Khomri sert quelque part de caution de gauche pour, quelque part, noyer l'opinion publique sur des ambitions qui ne sont pas les leurs. Et Myriam El Khomri découvre effectivement le texte très tardivement et donc n'a pas d'autre choix que d'accepter le texte qu'on lui propose et de le défendre et d'assurer le service après-vente. Vous dites Matignon décide, l'Élysée décide et les technocrates décident. Oui, je crois qu'aujourd'hui, le pouvoir politique, d'une manière générale, a arrêté de faire de la politique. Ils ont abandonné le pouvoir à la technocratie. Cette technocratie, elle est aujourd'hui prédominante dans les cabinets ministériels qui sont totalement dépolitisés. On a aujourd'hui dépolitisé la fonction ministérielle. Aujourd'hui, les ministres ne servent... D'ailleurs, je pose la question, à quoi servent-ils et qui servent-ils aujourd'hui? Ils ne servent certainement pas les Français aujourd'hui. Les intérêts, ce sont les intérêts des technocrates et certainement pas aujourd'hui les intérêts des Français qui galèrent au quotidien. Et puis, honnêtement, s'il fallait des diplômes pour bien voter, je crois que depuis on le saurait, non? Vous avez montré que vous étiez capable de répéter ce que vous disent les professeurs, et c'est ce qu'on appelle l'intelligence. Mais ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Dans la vie de tous les jours, c'est comme les officiers d'état-major, si vous voulez. Gamelin qui a foutu la France en l'air, il était sorti premier de Saint-Cyr, et premier de l'école de guerre. Ça n'empêche qu'il a foutu la France en l'air. Donc, première erreur, intelligence égale études. C'est pas vrai. Deuxième erreur, c'est de penser que parce que vous avez fait les meilleures études, vous êtes le plus à même de prendre des décisions. Il n'y a aucun rapport entre les deux. Il n'y a pas de rapport, en effet. Il n'y a pas de rapport entre les deux. Donc, à partir de ces deux erreurs, on a bâti un système d'éducation qui fait monter les gars qui ont une mémoire de cheval et qui n'ont aucun caractère. C'est les deux caractéristiques des élites françaises. Alors, une fois qu'on a commencé par le premier poncif, il faut un diplôme pour voter, mais on arrive forcément au deuxième. La démocratie, ça peut être dangereux, ça peut amener Hitler. Tocqueville craint donc la majorité. Et vous vous rendez bien compte du problème que peut poser le référendum d'initiative citoyenne. C'est-à-dire que là, on donne quasiment les pleins pouvoirs. C'est-à-dire que la majorité, si un jour... Que les gens n'ont plein de cul des Arabes! Il n'y a aucun contre-pouvoir pour l'empêcher de faire un génocide. Alors oui, il y a peut-être la communauté internationale, etc. Mais bon, en gros, c'est-à-dire que l'État souverain peut décider de commettre des exactions, de s'amuser à massacrer des gens, peut s'amuser à faire en fait ce qu'elle veut. Alors pourquoi tu parles de tyrannie de la majorité, alors qu'aujourd'hui on est dans une tyrannie de la minorité?
Eh ben, pose ta question sur le dîner du CRIF. Non, On a droit à une question off à la fin. On a le droit à une question. Non mais, est-ce que vous allez un peu... Parce que si vous voulez, les gens ont été vachement choqués à l'ère Kuckerman de voir tous les ministres de la République défiler au dîner du CRIF pour se faire engueuler platement. Moi, je me rappelle de Kuckerman disant, alors, tel jour, vous allez faire ça, vous allez convoquer l'ambassadeur d'Iran et lui dire si... Non, non, si. Donc, est-ce que vous allez un peu changer le... Vous exagérez un tout petit peu. Vous allez les engueuler, Vous les exagérez ministres un tout petit peu, non? Je sais à peu près. Je sais un petit peu les discours qu'il a dit. Non. Moi, je l'ai entendu. Je l'ai entendu dire... Monsieur le Premier ministre... Ça n'a pas été un peu excessif à un moment donné, cette façon on l'a de vu faire. engueuler, vraiment. On l'a vu engueuler les ministres. Et les ministres acceptaient de se faire engueuler. Vous savez ce Tu penses à une tyrannie de la majorité, à quoi penses-tu exactement? Parce que là, il y a un problème de logique. On est d'accord pour dire que la tyrannie de la majorité, c'est ni plus ni moins que l'application de la démocratie. Or, tu ne crois pas en la démocratie. C'est-à-dire qu'on te fait croire, oui, on va te demander ton avis sur le référendum de la Constitution européenne, ou tu votes pas comme il faut, on te redemande plus jamais ton avis. Et en plus, on va pas en tenir compte. En plus, la démocratie libérale fait semblant de te demander ton avis, à travers différentes élections qui n'ont de toute façon aucune importance. Si tu penses que la démocratie ne peut pas fonctionner, alors la tyrannie de la majorité ne peut pas exister. Alors pourquoi tu veux nous mettre en garde sur quelque chose que tu ne crois pas toi-même? Où est la logique? Un jour, Que les gens n'ont plein le cul des Arabes. il n'y a aucun contre-pouvoir pour l'empêcher de faire un génocide. Quand tu nous dis que voilà, la démocratie ça peut être dangereux, il peut y avoir Hitler au pouvoir, tu nous fais du nagui là, on est bien d'accord. Il faut juste se rappeler que ce nazi, ce facho, ce salaud, ce voyou Hitler a été élu. Oui. Donc ce sont des élections. Raison plus de se méfier des élections et des salauds. On le sait que Hitler il n'a pas été élu démocratiquement. Donc pourquoi tu parles de génocide? Sur quoi tu te bases pour te dire qu'il va y avoir un génocide? Ok? La démocratie, ça n'a pas 10 ans, ça a 250 ans. Alors c'est quoi tes exemples pour nous dire ça? Alors moi, ce que je remarque, c'est en fait que tu es toujours sur la ligne de la classe dominante. Voilà. Et la question que je me pose, c'est pourquoi? Pourquoi en fait tu ressors tous ces poncifs qu'on entend 10 000 fois? Je regarde c'est dans l'air avec des vieux croulants qui parlent, franchement j'ai l'impression de t'entendre. Et du coup je me dis, mais pourquoi ils pensent ça? Et moi en fait, j'ai peut-être une explication, elle vaut ce qu'elle vaut. Je pense en fait que tu as peur de toi-même. Vous avez vu le film Jugement à Nuremberg, c'est un film qui est vachement bien, ça dure 3 heures, c'est très bien. C'est un film qui parle en fait du jugement des nazis à Nuremberg après la Seconde Guerre mondiale. Et donc ça parle d'un juge du Troisième Reich qui est jugé par les Américains. Alors oui, moi j'avoue que les Américains qui viennent rendre la justice un peu partout dans le monde, même si c'est les nazis, je ne suis pas forcément pour. Enfin bon, et en tout cas, il veut juger donc ce juge et le juge il se défend, oui mais en fait nous, on n'a fait qu'appliquer les lois allemandes. Et donc en fait, ce qui est reproché à ce juge par la justice américaine, donc qui a ces 3 pouvoirs, on va dire, séparés, même si c'est la majorité qui les choisit tous, et ben c'est de justement ne pas avoir été un contre-pouvoir efficace face aux décisions arbitraires antisémites des nazis. Alors là, Anna Jonesy nous donne l'exemple d'un juge qui ne fait que exécuter les ordres, et que son obéissance aveugle mène vers la Shoah. Et que s'il y avait eu un état de droit, ben, ce ne serait jamais arrivé. Alors moi, la question que je me pose, est-ce que le juge qui obéit aveuglement aux ordres, ce ne serait pas toi? Et il y a quand même une certaine forme d'obéissance. Et c'est ce que moi j'essaye d'appliquer dans ma vie professionnelle où je suis fonctionnaire, donc je fonctionne, voilà, j'ai pas à réfléchir, on va dire, sur ce qu'on me dit de faire. Si on me dit de faire un truc, je suis obligé de le faire et c'est ce que je fais. Ça m'empêche pas de réfléchir, d'avoir mon propre avis, une opinion et peut-être de la partager, mais ça veut pas dire que si on me dit de faire un truc, eh ben, je vais pas le faire. En gros, j'ai le sens de la hiérarchie. Il faut bien comprendre que l'état de droit, c'est antidémocratique. En démocratie, il faut respecter la liberté d'expression et qu'elle doit être absolue. Mais la démocratie, c'est avant tout le respect d'un ordre juridique. Donc vous nous dites, bien sûr que si. Aux États-Unis, en Angleterre, on a le droit de tout dire. Vous avez raison, c'est vrai que là-bas, la liberté d'expression y est absolue. En France, on a décidé d'avoir une lecture plus restrictive de la liberté d'expression. On a décidé qu'elle s'arrêtait, qu'elle était bornée et qu'elle excluait l'appel à la haine, l'incitation à la discrimination et les invectives. Bon, vous pouvez contester l'ordre juridique, mais vous ne pouvez pas dire que c'est pas la démocratie. La démocratie, c'est le respect d'un ordre juridique. Et puis, pour poursuivre. C'est faux. Stop. Pourquoi vous dites... Attendez, Vous ne poursuivez pas faux parce que c'est faux. Pourquoi vous dites La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Oui, mais ça, Ce n'est pas le respect d'un ordre juridique. Ça, c'est Lincoln, c'est facile à dire. C'est pas facile du tout. C'est aussi le respect d'un ordre juridique. Et je vais vous dire pourquoi. Et précisément, le peuple est souverain et le peuple français, par la voix de son constituant et de son législateur, a décidé qu'en France, la liberté d'expression serait bornée. Donc, précisément parce que le peuple est souverain. Vous mentez. Et que... Mais je mens pas, enfin. Si, je vais vous dire pourquoi. C'est la loi Vous avez française. une conception de la démocratie qui date des années 70 et qu'on appelle Messi, monsieur. Mais non, Messi.
relisez Karine Malberg, etc. Vous le savez très bien que c'est faux ce que vous dites. C'est une conception des années 70 qui correspond à ce qu'on appelle l'état de droit. C'est-à-dire qui estime que le droit est supérieur à l'expression du peuple, qui exprime que la Constitution et l'interprétation qu'en fait le juge sont supérieures à la volonté du peuple. Or ça, pour moi, c'est un dévoiement de la démocratie. Et c'est pour ça que je vous ai dit, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Parce que ce que vous faites, vous, c'est ignorer la volonté du peuple. Et vous le savez très bien. Oui. Alors je vous réponds, Éric Zemmour. Pourquoi vous dites qu'il le sait très bien? Parce qu'il le sait très bien, parce qu'il a fait du droit et il sait que je sais qu'il sait. Oui, mais alors, c'est ça que je ne comprends pas. Pascal, juste, je peux répondre. Oui, j'ai fait plus que du droit, Éric Zemmour. J'ai fait une thèse de théorie politique. Donc alors, je réponds. Ma conception de la démocratie, elle date pas du tout des années 70. C'est celle notamment de Jürgen Habermas. Dans les années 90. Qu'est-ce que c'est Habermas? C'est 1789 peut-être? Qu'est-ce que c'est Habermas? C'est le patriotisme constitutionnel. C'est simplement le philosophe du politique le plus important de ces 30 dernières années. Merci. Qu'est-ce que c'est les années 70? C'est pas les 30 dernières années. Que nous explique. Là, on a vu que les gens étaient trop cons pour voter. Maintenant, on va voir que les gens sont aussi trop cons pour donner leur opinion. Ce serait beaucoup trop facile. Et donc, pourquoi est-ce que tu crois que ton avis serait pertinent si tu ne t'y connais pas particulièrement dans ce domaine? Pourquoi est-ce que tu ouvres ta gueule sur un sujet que tu ne connais pas? C'est toujours ça la question. Pourquoi parler d'un sujet qu'on ne maîtrise pas? Et surtout, pour toi, spectateur, pourquoi regarderais-tu quelqu'un qui parle d'un sujet qu'il ne connaît pas? Est-ce que tu penses apprendre quelque chose? Est-ce que tu penses réussir à comprendre quelque chose en écoutant quelqu'un qui ne sait absolument pas de quoi il parle? Quel est le projet? Explique-moi, quel est le projet? Alors bien évidemment, notre ami Bruno a une explication de pourquoi est-ce qu'il parle d'un sujet qu'il ne maîtrise pas, et cette explication, c'est ça. Dans cette vidéo, je vais surtout m'intéresser à l'art contemporain dans l'espace public, et celui qui est financé avec nos impôts. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec cette explication-là, beaucoup de mal tout simplement parce que je ne suis pas démocrate pour éviter ça justement. La démocratie, ça te pousse à te faire croire que ton opinion est légitime sur absolument tous les sujets. Tu n'y connais rien sur un sujet, normalement tu n'as pas d'opinion sur ce sujet-là. Je n'ai pas d'opinion sur comment est-ce qu'on gère un hôpital, tout simplement parce que je n'y connais rien. Je ne saurais même pas par où commencer. Anna Genesis nous dit qu'il faut être expert pour avoir une opinion. Mais l'opinion, c'est un avis personnel, ce n'est pas forcément une analyse. J'ai du mal à me soigner en ce moment, car je trouve difficilement un médecin où j'habite. En quoi je ne pourrais pas émettre une opinion, sous prétexte que je ne serais pas un spécialiste de santé? Est-ce que je dois être climatologue pour parler de pluie et de beau temps? Cette logique te pousse à ne pas croire en la démocratie, car selon toi, tout le monde donne un avis sur tout. À mon avis, tu confonds deux choses, volonté et compétence. Car la démocratie, ce n'est pas ce qui est mieux, mais ce que les gens veulent. Si les gens font des mauvais choix, eh bien la démocratie permet de rectifier les choses. Et puis je te pose une simple question. Toi qui parles de tout sur ta chaîne, tu es spécialiste de quoi au juste? Alors là, Anna Genesis va se poser en grand expert, en nous expliquant que si on n'aime pas le cinéma français ou l'art moderne, c'est forcément qu'on n'y connaît rien. Regarde, Marcel Duchamp, l'urinoir, c'est une œuvre d'art, c'est bien la preuve que l'art ça peut être de la merde. Et donc là, ces gens-là, en venant agiter comme ça, genre le fameux art moderne ou art contemporain, entre guillemets, qui regroupe absolument tout et n'importe quoi sans que jamais ces gens se soient appliqués à faire la distinction entre les deux. D'entre vous ne savent pas quelle est l'étendue du cinéma français, ne s'y intéressent même pas et n'ont aucune idée de la multitude de films qu'il peut y avoir et la multitude de chefs-d'œuvre qui sont financés. Et j'en reparlerai dans ma vidéo de fin d'année sur les excellents films qui sont sortis cette année. Et il y a d'excellents films français qui sont sortis cette année, il y en a énormément. Évidemment, c'est faux. Il y a même des experts, des professionnels du cinéma qui pensent que le cinéma français c'est nul. Voilà. Donc c'est un argument d'autorité pur et simple. On peut plus se fier à la critique aujourd'hui, pour vous, Éric Nehoff? Pas tellement, parce que la critique, ça doit être quelqu'un comme Jean-Louis Bory ou comme Bazin. C'est la critique de la beauté et ça n'existe plus. On a perdu cette notion de beauté. C'est que le cinéma, ça devrait être soit un art, soit un divertissement. Et dans le meilleur des cas, les deux devraient être réunis. Et aujourd'hui, quand on sort d'un film français, on se dit, ces 2 heures, j'aurais mieux fait de les passer dehors, de rencontrer quelqu'un, de l'inviter à déjeuner, de lire un livre, de me promener, de regarder le ciel. Et c'est ça, moi, qui me désole. J'ai eu tellement de bonheur dans les salles obscures que voir ce qui se passe aujourd'hui, c'est 250 films par an. Je ne les vois pas tous, mais j'en vois environ 200. Et ça m'a vraiment découragé et j'ai voulu pousser un coup de gueule, même si le bouquin est excessif, c'est de la colère et puis c'est peut-être aussi un chagrin d'amour. Hein. Voilà, c'est exactement la même chose que pour l'art contemporain. Tu as exactement ce même discours bourgeois que cette fille. Il y a quand même un problème, c'est que ce n'est pas conçu comme un art décoratif. Yann Fabre au Louvre,
C'est Le conçu prix, hein. comme un dialogue avec des maîtres anciens. Moi, personnellement, je n'ai pas vu le dialogue. Déjà, je conteste un peu la valeur de l'œuvre de Yann Fabre, mais c'est le deuxième point de notre débat. Mais je ne vois pas où est le dialogue. C'est une opération de com. Est-ce que le dialogue, de toute façon, est possible, justement, entre Alors, les deux œuvres écoutez, de pour différents... ça, c'est un problème de culture. Excusez-moi. Alors là, on va parler élite. C'est que si c'est de la n'est-ce pas déco, c'est trop cher. On va parler élite à ce Un moment-là. canapé, ça vaut pas ce prix-là. Le discours peut se faire sur plusieurs plans. D'abord, pour ceux qui n'ont pas la culture, et c'est la plupart des Français qui n'ont pas cette culture, parce que ça n'est pas enseigné à l'école. Bon, ils ne peuvent pas savoir ce qu'est l'art contemporain. Bon, ils vont s'arrêter au côté décoratif. C'est bien, c'est un bon début. Surtout ne pas les culpabiliser, ne pas leur dire que c'est pas ça l'art contemporain. Oui, c'est décoratif. Ensuite, ils vont certainement avoir envie d'aller plus loin, et là ils vont lire. Et qu'est-ce qu'ils vont lire? Ils vont lire vraiment le discours qui se cache derrière l'art contemporain. Il y a quand même des grands penseurs. C'est pas l'art contemporain qui se cache derrière le discours, plus en plus. Oui. À aucun moment de ta vidéo, alors j'ai peut-être loupé l'extrait, tu essayes de comprendre pourquoi il y a une défiance des gens dans l'art contemporain, et pourquoi le cinéma français en 2021 est de moins en moins regardé. Il n'y a aucun moment où tu essayes de comprendre les raisons. Non, ta réponse est toujours la même. Les gens sont des cons. C'est un peu facile quand même. Alors maintenant, je vais essayer de vous prouver que Anna le génocide utilise la science à des fins idéologiques. Alors dans l'extrait suivant, qui est sur la dysphorie de genre, où Anna le génocide veut prouver à Stéphane Edouard que la méthode scientifique permet de conclure que les enfants transgenres sont plus heureux quand ils transitionnent et que les parents n'ont aucune responsabilité là-dedans. Sauf qu'à un moment donné, on va voir toute cette famille aller chez le psy, et le psy va expliquer, en fait non, la dysphorie de genre, en fait elle n'est pas liée aux parents, on le sait, la dysphorie de genre n'est pas liée aux parents, et donc en fait vous pouvez déculpabiliser à propos de ça, ce n'est pas de votre faute. Et moi, le fait qu'il y ait une autorité comme ça qui disent, en fait, ok, on pourrait croire que c'est les parents, mais en fait, les études scientifiques ont prouvé que non. Personnellement, moi, ça m'a suffi pour... Moi, clairement, cela ne me suffit pas, car certaines études indiquent que les parents peuvent jouer un rôle. Là, Anna Génocide dit les études pour faire croire que toutes les études disent la même chose, alors que c'est faux. Il devrait dire des études pour dire, en fait, certaines études. Donc là, on est un petit peu dans la manipulation sémantique, tout simplement. Sauf que... j'ai des études, j'ai fait des recherches, voilà, j'ai pas fait une vidéoscopie comme lui sans rien chercher. J'ai cherché en fait si jamais les enfants transgenres qui avaient le droit de transitionner, c'est-à-dire qu'en fait l'entourage les laissait devenir des femmes, ou du moins des petites filles, et inversement pour l'inverse. Est-ce qu'il y a réellement une souffrance? Et en fait il s'avère que si jamais tu empêches ton enfant de transitionner, c'est là où il va souffrir, c'est là où il va être anxieux, c'est là où il va être malheureux, c'est là où il va montrer des signes de dépression. Alors que si jamais tu le soutiens dans sa démarche de transition, au contraire, il va s'approcher de la moyenne des autres enfants. Des enfants qui ne sont pas transgenres, des enfants cisgenres, monsieur, des enfants cisgenres. Et la conclusion de cet article, c'est même que les pathologies psychiques peuvent être évitées pour les enfants transgenres, si jamais on les accompagne dans leur transition. Et ouais, ça veut dire qu'en fait, toi là, tu soutiens qu'il faut interdire du coup à un gamin de transitionner, qu'il ne faut pas le soutenir dans ce que tu appelles un caprice. Très bon film d'Emmanuel Mouret d'ailleurs, mon préféré. Sauf qu'en fait, les études scientifiques prouvent que c'est néfaste de refuser à ce gamin de transitionner. Que c'est comme ça qu'il va y avoir de la dépression. En fait, ce type, il est ignorant, c'est un idiot. Alors là, il y a un gros souci, c'est que l'étude que donne un génocide, même les auteurs eux-mêmes, ils reconnaissent qu'il y a des limites méthodologiques. Que ce soit dans le faible échantillon ou dans la méthode elle-même. Alors tout ceci, j'explique sous la vidéo, avec le passage des études qui posent problème, vous verrez par vous-même. Mais clairement, là, Anna Génocide, il veut débunker les erreurs de Stéphane Edouard en faisant la même chose. Voilà. C'est uniquement une espèce d'idéologie qu'il veut défendre à tout prix. Et pour ça, il s'en fout, quoi. Il prend des études à l'arrache. Je sais même pas s'il les a lues ou les a compris, parce que c'est pas possible de faire ça, quoi. On est vraiment dans la manipulation. On peut critiquer Stéphane Edouard, il n'y a pas de problème. Il y a quand même beaucoup à redire. Et dans ce cas-là, montre l'exemple. Et puis bon, il y a un peu de bon sens. Quand tu vois que l'étude commence avec des enfants de 3 ans, tu te dis, mais comment un enfant peut émettre le souhait de transitionner avec un âge aussi jeune? Et des névroses, ça crée des suicides, ça crée des automutilations, ça crée des regrets. Alors là, c'est sans doute le vrai truc de sa vidéo, c'est que la dysphorie de genre, parfois, elle disparaît avec l'âge. Non, pas parfois. Dans l'écrasante majorité des cas. Là, tu fais exactement la même manipulation que tout à l'heure, en disant les études pour des études. Du coup, ce que tu reproches à Stéphane Edouard,
On peut te faire exactement le même reproche. Tout d'accord avec sa méthode, je ne suis pas du tout d'accord avec sa méthode, donc je ne peux pas me résoudre à la médiocrité, et on va voir pourquoi après. Parce que moi je vous pose la question, est-ce que c'est ça vraiment que vous voulez? C'est du contenu nul qui va dans votre sens. Moi j'essaie de proposer l'inverse. Alors là, pour clore ce sujet, j'ai mis un dernier extrait, alors écoutez bien. Ça a l'air très intelligent, et en fait, quand on écoute bien, ce ne l'est pas du tout. Que tu es prêt à insulter tous ceux qui sont contraires à ton avis. Parce qu'on va être honnête, je vais le retrouver dans les commentaires ici, je le sais d'avance, les gens vont me dire « Oui, mais cette étude, elle est biaisée, c'est une étude idéologique, la science idéologique, il y a seulement la physique qui n'est pas idéologique !» Alors moi, je veux bien l'entendre, l'argument du scientifique, il est biaisé, il a envie de trouver que les trans, c'est fabuleux. Alors moi, je me dis « Ok, c'est idéologique, alors comment est-ce qu'on peut expliquer que les scientifiques trouvent tous à peu près la même chose lorsqu'ils étudient la question ?» Moi, je pense, hein, voilà, j'émets une théorie. Je me concentre bien, j'aligne bien ma colonne, pour que les chakras, tu vois, ils pénètrent, hein. Et je me dis, c'est sûr, en fait, il existe un complot des scientifiques, des journalistes, des vidéastes, voilà, tous ces gens-là, à part Stéphou et toi, en fait, qui n'êtes les seuls à pas être dans le complot. Je vais te donner 3 exemples pour te prouver que ton raisonnement est faux. Le premier est que tu peux perdre ta place. Je te raconte une histoire que j'avais trouvée sur Google Scholar. À titre d'exemple, le docteur Kenneth Zucker, reconnu depuis longtemps comme une autorité de premier plan sur les questions d'identité de genre chez les enfants, a également été un défenseur de longue date des droits homosexuels et des transgenres. Cependant, à la grande consternation des militants transgenres adultes, Zucker pense que les enfants prépubères dysphoriques de genre sont mieux servis en les aidant à aligner leur identité de genre sur leur sexe anatomique. Ce point de vue lui a finalement coûté ses 30 ans de direction de la clinique de Toronto. Voilà, donc je vais te donner un deuxième exemple où l'idéologie influence la science. L'existence des races humaines. En 2019, 89% des biologistes tchèques et 81% des biologistes polonais reconnaissaient l'existence des races humaines. Quant à la Chine, l'on sait qu'en 2001, grâce à une analyse extensive des articles d'Acta Anthropologica Sinica, la revue principale d'anthropologie chinoise, que les races humaines étaient parfaitement reconnues. Une approche qualitative permet d'apprécier la situation de manière intéressante. Jared Diamond est connu pour avoir écrit de l'inégalité parmi les sociétés et Effondrement, où il nie radicalement l'importance des gènes dans l'histoire humaine. Il a cependant offert un témoignage intéressant. I'm always asking people, why do you think Europeans conquered other people? Why didn't Aboriginal Australians come and conquer Europeans? And within the last few months, I've asked that question of a cabinet minister, whose name I won't mention, and of a leader of American technology, not Bill Gates, whose name I won't mention, and lots of university professors. And again, the answer I get is, why did Europeans conquer these other people? Well, I hate to say this. I know this isn't politically correct. Could get fired if I were heard to say this in public. But you asked me and nobody is listening. I'm sorry to say this, but let's face it. It's because Europeans have genetically a higher IQ than those other people. Just look at a picture of those Aboriginal Australians. You can see from their faces how primitive they are. Aussi, un étudiant pour écrire sa thèse, il doit bien être accompagné par un directeur de thèse, on est d'accord. Or, les directeurs de thèse choisissent des étudiants dont les thèses sont en phase avec leur idéologie. Donc tu doutes bien qu'il va y avoir un filtrage qui va se faire. Et le filtrage, il va se faire sur quels critères? Principalement sur des critères progressistes, puisque c'est l'idéologie dominante du moment. Donc au regard de tous ces éléments, on ne peut clairement pas affirmer que la transition chez les enfants soit une bonne chose. Donc, selon moi, il y aurait un principe de précaution. Mais admettons que tu aies raison, que la science a tranché favorablement à la transition des enfants. Est-ce une raison suffisante pour le faire? Pour moi, la réponse est non, car on pourrait justifier l'eugénisme avec la science. On l'a fait par le passé. La science est théoriquement apolitique et amorale. Or, nos choix politiques sont aussi des choix moraux. Parce que je vais pas vous le cacher, durant toute la vidéo, moi j'ai attendu le moment où il allait dire bien et le moment où il allait dire mal. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où tu dis bien et tu dis mal, tu es dans la morale, tu n'es pas dans une argumentation scientifique, tu n'es pas dans une argumentation quelconque. En fait, tu es là clairement en train de dire ça c'est bien et ça c'est mal. Et ça c'est juste fabuleux parce qu'en fait, un système de valeurs, un système moral, on s'en lave les mains, on s'en... Là, il va falloir m'expliquer comment tu prends une décision politique en te lavant les mains de la morale. Là, dans la vidéo, c'est un vegan qui pense que c'est mal de tuer les animaux. Mais peu importe le sujet, en fait. La morale peut être suffisante pour prendre une décision. Après, tu peux vérifier techniquement si cette décision est possible. Mais c'est absurde de se laver les mains sur la morale. D'ailleurs, c'est assez curieux ce que tu dis, puisque toi, tu étais un ancien communiste. Donc tu te basais aussi sur des valeurs morales. Mais bien, et j'aime toujours l'idée du parti communiste. J'aime le partage des ressources de production.
J'avais un drapeau de l'URSS dans ma chambre, ma sonnerie de réveil le matin était l'hymne national soviétique. Non, parce que moi je me pose la question, c'est la science qui a fait que tu étais communiste? C'est l'esprit critique qui a fait que tu étais communiste? Ah non. Alors pour conclure cette vidéo, comme un génocide il adore débunker les vidéos des autres pour expliquer pourquoi ils n'ont pas un esprit critique, et ben je vais me faire la même chose. Et donc j'ai regardé les commentaires, j'ai fait de la recherche en plein texte, si ça vous intéresse faites CTRL F et après vous pouvez taper votre mot et vous pouvez donc vérifier si les gens en ont parlé dans les commentaires. Donc j'ai déroulé tous les commentaires, c'était long, et donc je suis tombé sur 6 personnes qui l'avaient corrigé pour l'histoire de 3e et 4e République. J'ai trouvé personne qui l'a corrigé pour l'histoire de la bataille de Patay, j'ai trouvé personne qui l'a corrigé pour cette histoire de bataille de France, et clairement on va pas se mentir, entre vous et moi vous savez bien que si jamais vous repérez un vidéaste qui dit une erreur, ben, en général vous allez le corriger, vous allez lui dire « Oh non mais tu t'es trompé », même si ça n'a rien à voir avec le sujet, par exemple l'histoire là de la 3e et la 4e République, ça changeait rien à son discours, d'accord, c'est juste une erreur, voilà, c'est un lapsus, ça arrive. On fait tous des lapsus, on fait tous des erreurs, il n'y a pas mort d'homme, mais en général lorsque les gens repèrent ce genre d'erreur, ils viennent corriger. Là je suis tombé sur 6 personnes qui ont corrigé, 6, sur plus de 2000 commentaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens ne sont même pas allés voir la véritable histoire de la bataille de Patay, la véritable histoire de la bataille de France, parce que Julien Rochdy les y avait intéressés. C'est-à-dire... Alors là, il nous explique que plus les gens trouvent une vidéo intéressante, plus ils seront capables de débunker la vidéo. Alors, intéressant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il captive l'esprit. Alors, la religion, par exemple, elle captive l'esprit. Ce n'est pas pour cela que les gens vont débunker. Et puis surtout, là, j'ai débunké ta vidéo sur l'histoire de genre, entre guillemets. Combien de personnes l'ont fait toute ta vidéo? Pas grand monde, hein. Donc j'en conclus, en suivant ta logique, que tu n'es pas intéressant. Comprendre, c'est que un roman national, c'est pas la vraie histoire, ce ne sont pas les faits tels qu'ils se sont réellement produits. Et je trouve ça normal que l'école se fasse moins le relais du roman national que par exemple sous la 3e République. Mais comme je le disais, je trouve ça intéressant que ça ne soit plus le rôle principal de l'école que de transmettre ce roman national-là, tout simplement parce qu'en fait, le but là maintenant est de donner aux élèves une compréhension du coup de la société, de compréhension de l'histoire. Et en donnant aux élèves cette compréhension de l'histoire, en fait, on accomplit comme ça le projet des Lumières. J'en avais déjà parlé dans cette vidéo-là. Le projet des Lumières, c'est d'après Kant, en fait, le fait de placer les gens dans un état de majorité. Et c'est peut-être l'un des rares moments où je suis vraiment d'accord avec Kant, c'est là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, le but, c'est de faire des gens qui soient éclairés, des gens qui aient accès au savoir, des gens qui soient capables de réfléchir. Alors, les Lumières, c'est pratiquement 2 siècles avant la 3e République. Alors, explique-moi par quel miracle les philosophes des Lumières peuvent influencer l'école moderne et ne peuvent pas influencer l'école de la 3e République. On est encore une fois dans l'idéologie. Alors, je comprends qu'en tant que prof, tu puisses avoir du mal à utiliser ton esprit critique pour l'école, mais un peu de sérieux. Si le roman national n'est peu ou plus utilisé aujourd'hui, c'est tout simplement que nous ne sommes plus sous l'ère de l'État-nation, mais de la mondialisation. Le roman national à l'époque de l'Union européenne, tu m'expliques la logique? Évidemment que la propagande est toujours aussi importante à l'école. Elle a changé de forme et d'objectif, et en plus aujourd'hui, il y a de nouveaux relais, comme la télé et Internet, mais fondamentalement, c'est la même chose. Alors, pour conclure, moi je pense qu'un génocide est fort avec les faibles, mais faible avec les forts. Pour se foutre de la gueule des youtubeurs dont la plupart n'ont pas vocation à vendre de l'esprit critique ou se dire spécialiste de quoi que ce soit, là il répond présent. Mais au final, sa pensée est plutôt convenue et bourgeoise. Posez-vous la question suivante. Qu'avez-vous appris avec lui? Qu'est-ce que vous retenez de son discours qui est finalement très scolaire? Que ce soit quand il nous parle de livres ou quand il nous fait une analyse politique. Sur ce, je vous dis à bientôt et puis peut-être une prochaine vidéo.